vous vous demandez sûrement où est Madame Da Silva. Madame Da Silva ne viendra plus, c'est moi aujourd'hui qui la remplace. Donc voilà, je suis restée bloquée ici à Abidjan, c'est pas pour rien. Je viens de trouver un travail, je suis ravie de vous recevoir. Ça va? Alors, comment ça va Cassandra? C'était ça, tu as hésité. Parce que j'ai pas compris en fait. Madame Da Silva, elle est où en fait? Non, Madame Da Silva ne vient plus, c'est fini, je la remplace. Vous avez signé le contrat? Oui, non, il n'y a pas besoin de contrat. On est en Côte d'Ivoire, ma chérie. Abidjan, c'est comme ça. Et donc... Voilà, on a dit, il n'y a pas besoin de contrat. Je suis là. Je suis restée bloquée, donc j'occupe un peu mon temps. Philo, comment ça va, Philo, aujourd'hui? Ça va, qu'est-ce que tu es belle, Philo? Ouais, ça va super bien. J'aime ta coupe de cheveux, j'adore. Ouais, d'accord. Moi aussi, j'adore ta prise de fonction, voilà. Paulus, comment ça va? Ça va très bien. Paulus, il n'a pas voulu enlever son masque, il a peur de nous. Hein. Oui. Ça tombe bien, je voulais tousser, je voulais te faire un câlin aussi. Merci. Je veux bien te faire un gros câlin. Surtout qu'on se voit pour la première fois et qu'elle remplace Madame Da Silva, c'est trop suspect tout ça. Non, les amis, je plaisante, je ne remplacerai jamais Madame Da Silva. Je ne suis pas à sa hauteur, je vais laisser sa place. C'était pour rigoler. Samia, Osman. Ah là là, on est trop contents de vous recevoir, de vous avoir sur ce plateau. Mais vous aurez pu quand même conserver cette place, hein, franchement. Mais moi, j'abandonne tout. Revenez, s'il vous plaît. Vous l'avez fait à la perfection, quoi. Non, Samia Osman, qui est donc comédienne, humoriste française d'origine tunisienne. Elle a décidé de faire rire toute l'Afrique. En tout cas, nous, on est fiers de la voir. Elle arrive à faire rire, c'est-à-dire vous passez de l'Afrique, je dirais, subsaharienne, vous allez au Maghreb, vous allez en Occident. Samia arrivera tout de même à vous arracher des fous rires. Merci beaucoup. Merci à vous. On veut faire de plus amples connaissances avec vous. Alors, juste avant l'échange, nous avons prévu ceci. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit la femme de couleur. Née le 9 juin 1980 à Paris, Samia Orosmane est une humoriste et comédienne française d'origine tunisienne qui s'est faite connaître en 2009 avec son spectacle Samia et les 40 comiques. Elle tombe amoureuse du théâtre au collège, discipline qu'elle étudie, puis après l'obtention de son bac, elle intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. C'est en 2009 qu'elle décide de se produire seule sur scène avec son spectacle Femme de couleur. Samia Orosmane adapte ses spectacles en fonction de son auditoire et y aborde plusieurs aspects de la culture africaine. Son but, faire rire toute l'Afrique. Recevons-la sur le plateau de C'est Midi pour de l'humour en couleur. À vous, Caroline. Je veux faire rire toute l'Afrique. C'est signé Samia Orosmane. En tout cas, Samia Orosmane est la bienvenue sur le plateau de C'est Midi parce que vous savez bien ce que nous vivons. Quand je dis ce que nous vivons, je ne veux pas m'atteler à la Côte d'Ivoire, mais ce que le monde entier vit. C'est vrai, c'est difficile. Ailleurs, on a beaucoup plus de morts. J'imagine la désolation, la tristesse dans le cœur des uns et des autres. Nous sommes de tout cœur avec vous. Mais après le Covid, oui, le Covid passera, le Covid-19 passera, cette pandémie passera et nous en sommes convaincus. Nous avons cette ferme assurance, nous avons cette foi. Après cela, il y aura une vie. Alors que tout ne s'arrête pas. Apprenons et continuons de sourire, nous en avons besoin pour braver l'ennemi. L'ennemi est là, au milieu de nous, mais l'ennemi ne restera pas longtemps tant que nous serons ensemble, tant que nous nous mettrons ensemble, tant que nous serons solidaires des uns envers les autres. Très chers téléspectateurs, vous êtes toujours à C'est Midi. Qu'est-ce que notre docteur Philo, notre humoriste préféré, pense de ce thème? Arrivera-t-il à faire rire toute l'Afrique? On retrouve tout de suite docteur Philo. Le thème du jour, selon docteur Philo. D'accord. Quelle responsabilité. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Moi, sincèrement, avec tout ce que vous venez de citer là, on a besoin de détendre, on a besoin des gens, de ces humoristes. Là, on voit nous aussi notre valeur. C'est clair. Voilà, parce qu'on a besoin de déstresser. Et puis, Samira, moi, franchement, je vois ses vidéos sur YouTube chaque fois, elle me fait marrer, franchement. Elle me fait rire, elle fait partie de l'une de mes humoristes. Une drôle de femme. Ouais, je vais profiter pour lui faire à tout. Hein. S'il vous plaît. On n'a pas droit, on n'a pas droit. Ah, là, elle a retenu la leçon. Non, j'ai cru qu'elle allait venir vraiment. Non, j'ai trop peur que tu tombes amoureux de moi si jamais tu fais un câlin. Après, c'est fini, tu vois. Et faire rire toute l'Afrique, vous le faites déjà. Elle le fait déjà avec ses vidéos, avec tous ses accents africains. Voilà, même les accents ivoiriens.
Bon, il y a une blague là où elle a dit qu'il y a une Ivoirienne qui est montée dans un, je sais pas, dans un bus. Et elle n'a pas mis de ticket. Elle n'a pas pris son ticket. Et le chauffeur lui dit, madame, titre de transport, fait... Est-ce que c'est la guerre? Mais tu peux demander poliment, non? En tout cas. C'est pas la guerre, non? Je dis l'Ivoirienne, même quand elle a tort, elle a raison quand même. Il y a quoi? Ça, j'adore. Même quand elle a tort, elle a raison. Heureusement que c'est une blague. Sinon, les Ivoiriennes prennent les tickets dans la chose, dans les bus. Et en même temps, dit qu'une femme en train de faire de l'humour, c'est déjà bon. Parce que la femme, généralement, elle est tastée de menteuse, entre griffes. Mais si elle vient faire exprès pour mentir, ça fait attends, double. docteur Philo, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes autour de cette table. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? 2 hommes au milieu de 3 femmes, la force est vraiment 2 hommes. Au-dessus. Au-dessus, oui. Est-ce que vous pouvez redire ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure? Alors, dit que la femme est taxée de celle-là même qui dit toujours la vérité. Et donc, la taxe la vérité. En tout cas, je voudrais vous féliciter en tout cas, pour tout ce que vous faites. Et puis, quand on sait que dans la sphère humoristique en Afrique, les femmes sont en train de revenir. Hein. On a reçu Charlotte Ntamak ici, il y a Priscilla Degameuse, il y a Amoutati aussi. Et c'est des amis d'ailleurs. Voilà, en tout cas, franchement. Il y a Philo aussi. Non, c'est Philomena. Ouais, Philomena. Avec la perruque, c'est Philomena. Non, il y a Philo au Burkina. Il y a Philo. Ah, d'accord. Au Burkina, voilà. Ah, d'accord. Philomène, Il y a elle Philo est au Burkina. burkinabé, on a partagé la scène, elle est extraordinaire. Ok, d'accord. En tout cas, super. c'est bon. Puis moi, je suis là, je viens aussi apprendre parce que voilà, je vous vois en face là. Et puis, mais je n'ai pas l'occasion de vous toucher, mais c'est Corona qui fait ça. C'est voilà, fort, puis hein. ça fait Même plaisir. sans Corona, je ne t'aurais pas laissé me toucher. On en a besoin. On en a besoin. Merci infiniment, docteur Philo. Merci de nous avoir arraché des rires. Alors, nous allons donc partir avec un autre qui se retrouve dans la rue. Lui, il va nous retrouver des réponses, il va nous ramener des réponses sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous fait rire? Moi, tout me fait rire. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Caroline, il se pourrait que la situation actuelle et les conventions sociales nous incitent à devenir très sérieux et à perdre notre capacité de rire spontanément. Mais cela dit, qu'est-ce qui vous fait rire? Votre opinion nous intéresse. Est-ce qu'on peut rire actuellement? Si je ris, tu ne vois pas. Je souris, tu ne vois pas. Quand tu veux savoir que je souris et puis je ris, c'est ça le problème. Vous savez que nous, les Ivoiriens, c'est notre force, ça. Hein? On prend la vie du bon côté et on compte sur nos autorités. Oui, moi, je suis quelqu'un de très jovial, toujours avec le sourire. Moi, je suis comme ça. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'humour. Quel que soit le temps, s'il n'y a pas d'humour, je pense que sans l'humour, on ne peut pas vivre. Le coronavirus, ça ne nous égorge pas. Voilà, c'est juste une maladie comme les autres. On ne peut pas perdre nos habitudes. Donc moi, en tout cas, dès que j'ai le temps, en tout cas quand je peux, je me marre, c'est tout. La comédie de Philo. Et puis c'est midi aussi. Quand je rate ça, souvent, ça me fait mal. Tout ce qui se passe là, il faut rire pour être... Pour avoir la paix dans le cœur. Parce que si tu ne ris pas, tu es tout le temps frustré, c'est pas bon. Qu'est-ce qui me fait rire souvent dans la vie? Bon, il y a des fois que je suis de bonne humeur. Je ris, mais quand je suis pas de bonne humeur, là, je ne peux pas rire. Qu'est-ce qui me fait rire? L'argent. Quand je suis moisie comme ça, tout m'énerve. Mais une fois qu'il y a l'argent dans ma main, là, je suis contente. Et puis des fois même, bon, il y a des fois même, là, tu es heureuse pour rien comme ça. C'est très bon de rire parce que ça fait plaisir même. Ici, il n'est plus à démontrer, l'humour et le rire, ils sont excellents pour la santé et constituent un bon antidote contre le stress. Gardons toujours le moral, et quelle que soit la situation. À vous le studio, Caroline. Merci infiniment, Paternassemian. Alors, Samia, nous sommes toujours avec vous. Un petit commentaire après ce micro-trottoir? J'adore. En fait, c'est ce que je dis tout le temps. Quel que soit l'endroit où je joue, je demande est-ce qu'il y a des Ivoiriens dans la salle. Et souvent, on dit non. J'ai dit c'est normal, ils sont plus drôles que nous. Ils vont pas payer pour voir quelqu'un qui fait moi rire. Regarde, juste micro-trottoir, tout le monde t'a fait rire. J'ai fait que de rigoler pendant tout le temps. En fait, il a raison, le gars, quand il dit que c'est la force des Ivoiriens. C'est que s'il y a quelque chose de particulier ici, c'est que tout le monde fait rire tout le temps. Tu vois, même si un mendiant vient te voir et que tu lui dis écoute, j'ai pas d'argent, mais tu lui sors une blague, il va partir en rigolant. Alors qu'il y a d'autres endroits où on t'accroche jusqu'à tu donnes quelque chose, tu vois. Ici, non. Si tu l'as fait sourire, c'est bon. Il a gagné. C'est naturel. Et on a tendance à tourner tout en dérision. C'est-à-dire même les, on va dire, même les choses les plus graves, on arrive à les tourner en dérision. C'est une force. Hein. Mais je racontais ça sur scène.
Quand on a eu des attentats, nous, chez nous, c'était la fin du monde, comme partout. Que ce soit en Tunisie ou que ce soit en France, c'était la fin du monde. Ici, une semaine après, ils ont fait une chanson. On n'a pas peur des terroristes, on n'a pas peur. Vous êtes sérieux? Vous vous arrêtez jamais de rire. Et c'est ça votre force. Il y a un proverbe en Tunisie qui dit « La situation est tellement difficile que tout ce qui nous reste, c'est de rire ». Et en fait, la Côte d'Ivoire s'est approprié ça, j'ai l'impression. C'est que peut-être vous avez connu des choses tellement dures que s'il n'y avait pas le rire, vous seriez devenu fou. C'est clair. Alors du coup, c'est devenu un état d'esprit, une manière de vivre, et c'est ça qui fait que j'aime particulièrement la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment notre dénominateur commun. Mais en même temps, il ne faut pas que cela soit assimilé à de l'insouciance. Non. On n'est pas insouciant. Non, non, vous êtes conscient. Voilà. Vous êtes conscient. Conscient. Regarde, il n'y a pas du tout d'insouciance, parce que, regarde, moi, quand je compare la situation avec le coronavirus ici et en France, ça n'a rien à voir. Moi, quand je raconte à mes sœurs au téléphone qu'ici, dans chaque endroit où tu vas, on te demande de te laver les mains, et que tu dois porter le masque, et tu dois être à 1 mètre, là-bas, il n'y a pas de produit pour se laver les mains. Quand tu vas au centre commercial, on ne te donne pas de produit. Donc, c'est là-bas qu'est l'insouciance. Et pourtant, ils ne sourient pas non plus. Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement distinctes. Et je pense que c'est une force de la vie de prendre les choses du bon côté, de toujours rire et de dire, c'est pas grave. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a fouille. N'est-ce pas? Là, je pense qu'après cette étape du Covid, Samia ne partira plus de la Côte d'Ivoire. Mais qui t'a dit je vais partir même? C'est fini, c'est fini, je ne pars plus. L'avion n'est pas parti avec moi, pourquoi? Je suis là, c'est fini, je ne pars plus. Alors Samia, vous avez commencé l'humour très tôt. Déjà à l'âge de 12 ans, on a décelé en vous des talents d'humoriste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette partie de votre vie? En fait, je cherchais à fuir les tâches ménagères parce que à la maison, s'il n'y a pas école, tu es obligé de faire le ménage, nettoyer les murs, frotter la vaisselle. Et donc, la seule façon, c'était d'aller à une activité extrascolaire. Et il y avait l'atelier théâtre. Je me suis inscrite en atelier théâtre un mercredi après-midi. Et la première séance qu'on m'a fait faire, on m'a demandé de jouer le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire renverser par une voiture le jour de son anniversaire. Et j'ai tellement cru en la situation, Actor Studio, tu vois, que j'ai réussi à pleurer. Et j'ai fait pleurer tous mes petits camarades avec moi. Et à ce moment-là, je me suis sentie exister vraiment. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire comme métier. Et après, toute ma vie a été consacrée à essayer de réaliser ce rêve et de devenir comédienne. Est-ce que vous aviez une source d'inspiration au niveau familial, dans votre entourage? Parce que, à l'instar de Amoutati et puis d'un autre humoriste qu'on a reçu ici sur le plateau de C'est Midi. Non. Qui ça? Le blanc. Pourquoi j'oublie son nom? Pourtant, je l'adore. Je l'adore. Son nom me reviendra. Qui ça? C'est Wallace? Wallace. Oh, merci. Wallace, il n'est pas blanc. Il est pas gratté, on l'a dit. En fait, il a une blague. Il a une blague où il dit, mais je dis, il y a un blanc qui est en haut là, bombez-le. Donc lui, il se retourne, il regarde, il demande à son père, mais où il est? Pourtant, c'est de lui qu'il s'agit. Moi, j'ai adoré cette blague et depuis, j'aime bien Wallace. Wallace, il est extraordinaire. C'est un frère, en fait. Il m'a fait faire la tournée avec lui de l'Afrique du Rire. Et il est d'une générosité, d'une gentillesse incroyable. Et en fait, Wallace, finalement, il est juste ivoirien. Il a grandi ici, il est arrivé, il avait quelques mois seulement. Il a grandi ici. Et puis, si tu fermes les yeux, c'est un Ivoirien qui te parle. Il y a pas... Et les gens m'ont souvent comparé à lui, sauf que lui, c'est un autre level. Là. Vous avez quelque chose en commun. Ma chérie, il faut que j'habite ici pendant 20-30 ans. Et puis après, peut-être, on arrivera à concurrencer. Et à peu près la même histoire, je dirais, puisque vous êtes née en France, vous êtes tunisienne d'origine. Mais vous êtes née en France, vous avez tout fait en France. Oui, je suis née en France, j'ai grandi en France et mes meilleures amies étaient subsahariennes en fait. Ma meilleure amie est malienne, j'ai grandi avec elle. Donc j'ai été élevée au Tchéboudienne, on m'a fait Yassa, Saga Saga. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire l'accent malien en écoutant sa maman qui disait « Ouais, Samia, ça va te dire quelque chose. Wallahi billahi. Les Arabes là, ils ne sont pas sentis. Hein. Ils te disent tu es mon frère, mais si tu veux marier un quelqu'un de sa famille, jamais il va te laisser. Wallahi billahi. » Et donc, à force de l'écouter, je me suis imprégnée de son accent et c'est comme ça que j'ai commencé à être attirée par la manière de parler de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ce qui fait votre force et votre charme. On va vous découvrir en vidéo, sinon vous redécouvrir avec bien sûr l'amabilité de notre régie. Bravo Samia. Ouais, on pourrait la regarder comme ça durant toute la journée. Il est super et le montage. Et on ne s'en lasserait pas. Pardon? Il est super le montage qu'ils ont fait. Bravo. Il est super. Bravo à Djebi. À Djebi. N'est-ce pas? Djebi, bravo. Alors moi, en fait, je la suis depuis le Kamel Comedy Club. Et à chaque fois, je la regardais avec des copines à moi. Et je me disais, cette dame-là, elle doit être pareille dans la vraie vie. Elle ne peut pas tricher. Parce qu'elle est trop entière à l'écran pour être une autre personne à l'extérieur. Et j'aimerais poser la question, est-ce la vérité? Ma chérie, je suis entière là. Il n'y a pas moitié seulement, non?
C'est ça, non, entière. Je sais pas faire semblant. Et c'est ça mon problème, c'est que quand j'aime pas quelqu'un, ça se voit. Quand j'aime quelqu'un, ça se voit. Et donc, alors, comme on le disait tantôt, vous avez commencé l'humour très jeune. Lorsque vous prenez conscience de votre art, de votre talent, de votre passion pour l'humour, qu'est-ce que vous posez comme sillon pour arriver, pour parvenir à ce résultat? Alors, je me suis inscrite en atelier théâtre, d'abord au collège, ensuite au lycée. Après, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Paris. J'ai passé l'audition sur 21 qui se présentaient pour une deuxième session. Ils en ont pris 4 et j'étais dedans. Et je ne m'attendais pas parce que ceux qui me donnaient la réplique, c'était des Edgar, Mathilde, François. Et moi, je dis Samia. Tu dis, il y a un petit décalage. Et ils venaient tous des quartiers un peu chics de Paris. Et moi, je venais de la banlieue, du fin fond du 93. Donc, je ne pensais pas qu'on allait me prendre. Et donc, j'ai eu cette chance de faire 2 années de conservatoire. Et au bout de 2 ans, quand ils ont vu que je n'étais pas assez assidue, ils m'ont dit bye bye. Le professeur m'a dit dans la vie, c'est soit tu bouffes, soit tu fais du théâtre. Je dis bon, bah, je préfère bouffer. Et donc, comme je ne me voyais pas demander de l'argent de poche à mes parents à l'âge de 20 ans, j'ai arrêté le conservatoire quand on m'a dit au revoir. Et pendant quelques années, j'ai mis le théâtre de côté. Et puis, ça me bouffait de l'intérieur. Et la seule manière de pouvoir remonter sur scène sans attendre qu'on m'offre un rôle, c'était d'écrire moi-même mes propres textes. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et la première fois que j'ai eu la chance de faire un sketch, c'était pour la première partie de Phil Darwin. Peut-être que tu connais? Enfin, oui, bien sûr. Peut-être que vous connaissez Phil Darwin. Et ça a adorable. été comme un tonton pour moi, même s'il a que 2 ou 3 ans de plus que moi. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a offert la chance de faire ses premières parties. Et voilà, et après j'ai écrit mon spectacle. Et maintenant, ça fait presque 10 ans que je fais que ça. Et si on m'avait dit il y a 10 ans, tu joueras dans presque 20 pays avec ton spectacle, j'aurais dit mais non, tu mens, c'est pas possible. Et là, c'est un rêve que je vis. C'était avec le consentement de la famille, des parents ou pas? Quelle famille va consentir à ce métier? Quelle famille? Non, 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 mes parents ne voulaient pas. Pour eux, ce n'était pas un métier. Il fallait prendre des cours qui allaient servir à quelque chose et pas du théâtre. Donc au début, quand j'étais en atelier théâtre au lycée, je mentais à mes parents et je disais que c'était moi qui allais donner des cours à des enfants et que j'étais payée pour ça. Et c'était pas vrai. Pardon. Heureusement, ils sont plus là pour voir ce que je raconte. Paix à leur âme. Mais oui, j'ai dû mentir, mais c'était pour une bonne chose finalement. C'était pour arriver à faire le métier dont je rêve. Et à la fin de leur vie, mes 2 parents, paix à leur âme, étaient fiers de moi. Je me souviens que j'avais emmené ma maman avec moi pour un spectacle en Suisse. Et elle était assise dans l'assemblée et je la voyais morte de rire pendant que je parlais d'elle. Et quand je finis, elle me dit « Tu te moques de ta mère et tu crois si bien. Les gens, ils rigolent, ils étaient contentes. Si bien. » Mais elle-même, elle rigolait pendant que je l'imitais. et mon père, il y a une histoire que je raconte de lui sur scène. Et quand je lui dis « Papa, est-ce que tu as aimé ?» Il me dit « Oui, mais l'histoire de la souris et le cafard, je la raconte mieux que toi. » Donc non, ils étaient fiers. Alors justement, parlons de votre maman. On va donc revenir à cela. Lorsque vous lui annoncez que celui que vous allez épouser serait noir, quelle est sa réaction? Ah, c'était la fin du monde. Elle m'a dit « Un noir, un kahlouche. Mais on appelait des hommes sur la terre pour que tu prends un kahlouche. Alors c'est ça. On t'a fait confiance, on t'a donné la liberté, on t'a laissé faire du théâtre et c'est comme ça, tu dis merci. » Elle me dit « Ah, tu veux ta mère, il meurt. » Tu veux ta mère, il meurt. Ah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber? Non. Ah, je vais mourir. Elle était comédienne. Elle m'avait dit, c'est elle, ma maman, paix à son âme. Elle m'a dit, elle m'avait même sorti, si tu attends que je meure, Wallah, Samia, même dans la tombe, quand les vers ils vont me manger, je ne serai pas d'accord avec toi. Tu as compris? Elle m'a dit, c'est pas la peine que tu espères qu'un jour je vais dire oui, j'accepterai jamais. Et en fait, c'était la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de... Dans toutes les familles, je pense qu'il y a ça. Quelle que soit ton origine ou ta culture, il y a toujours la peur de quelqu'un qui vient prendre ton enfant alors que tu ne sais pas qui il est. Et puis avec le temps, au bout de 4 années, elle a fini par accepter de le rencontrer. Et quand elle l'a vu, il est tout de suite entré dans son cœur. Et elle a fini par accepter. Et à la fin, quand on se disputait, lui et moi, et que j'allais me plaindre auprès de ma mère, elle me disait « Wallah, c'est lui, il a raison. Toi, tu ne sers à rien du tout. Tu ne fais pas les courses, tu ne fais pas le ménage, tu ne fais pas à manger. Si j'étais à sa place, depuis longtemps, je te donne un coup de pied, je te dis dégage. » Donc, elle était d'accord avec lui. Alors, nous, c'est clair dans notre tête que vous arrivez à faire rire tout le monde. Voilà, quel que soit le milieu dans lequel vous vous trouvez. Pourtant, on dit très souvent que l'humour est culturel. Quelles sont les armes de Samia? Comment est-ce que vous arrivez à faire rire toute l'Afrique?
Bah, en fait, moi, mon humour, il est interculturel. Le truc qui me fatigue, c'est quand en France, on me dit non, mais t'as un humour communautaire. Et je dis non, je suis désolée, il n'est pas communautaire, il est intercommunautaire. Celui qui est communautaire, c'est le blanc qui va raconter des histoires de blancs que pour les blancs. Celui-là, oui, il est communautaire. Mais eux ne le perçoivent pas comme ça. Moi, je parle du monde entier. Et c'est le monde entier qui se retrouve dans ce que je raconte. Quand je joue donc, à Dakar... on le dit en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas seul dans votre tête. Oui, ma chérie, on est tellement. Mais c'est moi qui commande. Heureusement. Oui. Et donc, je disais que je joue à Dakar, à Casa, à Tunis, à Montréal. Dans la salle, il y a toujours un beau mélange. Des gens qui sont de toutes les origines, de toutes les cultures, parce que j'essaie de rassembler tout le monde. Comme tout le monde s'en prend plein la figure gentiment, bah, tout le monde vient écouter ce que j'ai à dire. Et donc, tout le monde s'est réuni ensemble. Et ça, c'était mon rêve. Quand j'ai commencé l'humour, il n'y avait que les gens qui me ressemblaient, qui venaient me voir. C'était d'abord les Maghrébins, puis ensuite les Africains en général. Et petit à petit, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai ajouté des histoires sur tout le monde. Et maintenant, il y a tout le monde qui se retrouve dans ma salle. Oui. Et justement, quand vous dites que vous ajoutez les histoires sur tout le monde, moi je veux savoir, est-ce que c'est parce que peut-être vous avez fréquenté ces personnes? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, si on vous demande de donner un spectacle à Abidjan, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous allez peut-être tourner dans les quartiers populaires d'Abidjan, peut-être? Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous aurez peut-être ce temps-là, tout de suite, là, on vous dit, voilà, vous avez un spectacle à Abidjan, comment vous faites? Ah, mais je vais ajouter que des petites histoires qui me sont arrivées ici. En fait, c'est l'observation qui fait qu'on a des choses à ajouter. Donc, en fonction du pays dans lequel je suis, je regarde ce qui se passe et qui me fait rire, et puis je l'ajoute. Qu'est-ce que vous avez dit à remarquer à Abidjan? Tu veux un exemple? Hier, on est allé dans un petit glo-glo. D'accord, normalement c'est fermé, hein. Mais moi j'ai réussi à trouver un petit glo-glo dans un petit couloir pour aller grignoter quelque chose. La fille arrive, elle a un masque, donc elle ne s'approche pas des gens. Mais au moment où elle met la table pour nous, elle s'assied avec nous, elle enlève son masque et elle mange dans la même assiette. Alors Samia, moi je voudrais savoir, ces histoires, vous arrivez à les crier au moment où l'action se passe, ou c'est plus tard quand vous êtes peut-être à la maison, vous essayez de penser à tout ce qui s'est passé? J'entends pas ce que tu dis, il faut que tu enlèves ton masque. D'accord, le temps que Paulus enlève son masque, donc on va prendre la question. Non, non, il a vu la blanche qui est arrivée, il a dit non, j'enlève pas. Est-ce que les autres jours il enlève? Est-ce que les autres jours il enlève? Oui, il enlève les autres jours. Il se montre très très méfiant. Aujourd'hui, il se montre très méfiant. Je suis ivoirienne, il n'y a plus de blanche. Je suis là depuis le 8 mars. Si Corona était là, il y a longtemps, je serais morte. D'accord? Tu peux enlever masque. D'accord, on revient. Donc, Paulus, la question, vous la conservez. On part pour la pub. À tout de suite. Là, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec Samia, la brillante Samia Orosmane, qui nous fait rire depuis le début de cette émission. Eh bien, c'est le moyen que nous avons trouvé pour dédramatiser et surmonter toutes les difficultés que nous connaissons en ce moment. Alors, Samia, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie? De jamais pouvoir être maman, peut-être. Ah. Mais on va prier pour que le miracle s'opère, si encore possible. Merci, oui. Ouais, il reste quelques années encore, 2 ou 3. Ouais, d'accord. Voilà, on est dans la course, là. C'est peut-être la seule chose qui me fait vraiment peur. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien qui me fait peur. Et puis, de toutes les façons, même si la nature n'est pas généreuse envers nous, qu'on ne l'a pas, on peut en adopter un. Donc, mais ça j'ai dit garder les enfants des autres gratuitement, ma chérie, c'est pas pour moi. Non, si c'est mon enfant, je vais supporter, je vais patienter. Mais si c'est l'enfant des gens, là, non. Oui. La même peur que vous. Et il y a une autre dame qui lui a conseillé quelque chose qui a marché pour elle. Elle lui a dit, reprends la pilule. Donc, elle a repris la pilule pendant 6 mois et elle a arrêté. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Et là, elle est retournée. Elle a fait ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Caroline. Je suis très innocente, donc je préfère poser les questions. Mais si c'est un tabou, voilà. Non, elle a fait tout truc. Quoi? Crac, bonbon. Ah, d'accord. Ah, d'accord, je comprends mieux. Moi, je n'ai pas compris, franchement. Ça, après l'émission, il n'y a pas le temps. Alors, il est midi, il y a les enfants qui nous regardent. Alors, Samia, justement, aujourd'hui, de plus en plus de femmes sur la scène humoristique. Quel est votre point de vue là-dessus? Il était temps. En fait, le truc, c'est que les femmes, elles ne se faisaient pas assez confiance. Et donc, les femmes se posent 1 milliard de questions. Je disais tout à l'heure, elles ont des labyrinthes dans leur tête. Elles disaient, est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est ma place? Un homme, non. Un homme, c'est basique. L'objectif est là, puis il va tout droit et c'est tout, il ne se fatigue pas. Mais les femmes étaient un peu quand même jugées durement par rapport à la scène. Mais elles aussi, elles se posent trop de questions. Je pense que c'est elles qui se sont mis des barrières aussi toutes seules. Peut-être après qu'on n'aura pas laissé la chance, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas eu de problème. Je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai enlevé les barrières dans ma tête qu'il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de faire ce que je voulais faire. N'est-ce pas? Paulus? Alors Samia, sur la page Facebook C'est Midi, nous avons quelques messages.
Alors, nous avons celui de Cheikh Souleymane Ouattara qui dit merci à notre invité du jour. Comme le disait Caroline, votre témoignage est déjà une bonne chose pour notre morale en cette période d'inquiétude que suscite la pandémie du Covid-19. Et votre sens de l'humour, c'est ce qui nous manque pour oublier quelques minutes ce fléau. Je vous félicite pour cette initiative et bon vent pour la suite. On a ensuite Anissé Joël et dit waouh, trop génial. Je me rappelle de la pièce théâtrale de Valérie et les Dames du Rire au Cameroun. Ça vous dit quelque chose? Il confond avec quelqu'un d'autre. Ah, probablement. Mais c'est gentil, je prends les compliments, mais c'était pas moi. D'accord. On a ensuite Pasteur Daignan Béni. Il dit, moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne quand Samia est fâchée. Est-ce qu'il est facile de la faire rire? Ah, je sais pas, je suis pas souvent fâchée. Il n'y a que D'accord. mes sœurs qui m'ont vu vraiment, vraiment fâchée. D'accord. Parce qu'avec la famille, on se permet. On sait qu'ils vont revenir quoi qu'il arrive. Alors, le dernier message, c'est celui de Giovanni Giorgio Villarte. Il dit, quel a été ton spectacle le plus marquant? Il y en a tellement. J'imagine à quel point ça défile en ce moment dans votre esprit. Peut-être c'était le festival du rire que j'ai organisé à Djerba, sur l'île de mes parents. Mon papa était au premier rang et il avait les larmes aux yeux parce qu'il était fier de sa fille qui arrive à faire venir autant de gens. Donc, ouais, je pense que ça a été celui-là le plus marquant. Mais pour autant, ce n'était pas la première fois que les parents assistent à un spectacle. Non, mais là, c'était dans un amphithéâtre où il y avait 3000 personnes. D'accord. Et c'était sur leur île. Et l'objectif, c'était de relancer le tourisme à travers la culture. Donc, ils étaient fiers de l'initiative en fait, que j'avais mis en place après les attentats et après la révolution qu'il y a eu chez nous. Merci beaucoup, Paulus. Samia, on a terminé l'échange avec vous. Juste avant de vous laisser partir, je vais vous demander de lancer un appel à toute la population qui nous regarde. On nous regarde depuis la France, depuis l'Italie, l'Espagne, partout dans le monde. Quel mot à l'endroit de ces téléspectateurs? Alors, je leur souhaite beaucoup de courage et je leur demande surtout de faire attention. Je le taquine depuis tout à l'heure avec cette histoire de masque. Mais moi, c'est juste que c'était plus facile pour moi de parler sans masque. Surtout, portez des masques, lavez-vous les mains, faites attention à vous et à vos proches. Parce que même si nous, on n'est pas malade ou qu'on n'a pas les symptômes de la maladie, on peut les transmettre aux gens les plus faibles qui nous entourent. Et c'est ne serait-ce que pour eux qu'on doit faire attention. Donc vraiment, c'est très très important. Il y a des gens qui prennent ça à la légère en disant « Ah, Corona, maladie des Blancs, c'est pas pour nous, il n'y a pas, il y a rien. » Mais non, il y a et il faut faire attention. Tout le monde est concerné. Faut prendre soin au moins pour les autres. Si on ne le fait pas pour soi, il faut le faire pour les autres. Très belle chute. Merci infiniment. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Je vous fais des bisous de loin sans merci, police. Merci d'être très passé. bientôt, merci beaucoup. Et justement, en parlant du Covid-19, on recevra dans quelques petits instants une spécialiste qui éclairera notre lanterne sur ce sujet. Mais avant une autre coupure pub, à toutes. Bonjour Tanti, s'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Et voilà, elle se nomme Linda Kaboré. Docteur Linda Kaboré est notre invitée spéciale du jour. Eh bien, elle est marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, docteur en pharmacie, présidente d'Africa Santé. Paulus sera donc l'intermédiaire pour répondre à toutes vos questions. Linda Kaboré est avec nous. Merci, docteur, de vous installer sur le plateau de ce midi. Alors, Paulus... Alors, Caroline, ce midi répond à vos questions, toutes vos questions sur le coronavirus. Et avant qu'on ne passe aux questions des internautes, permettez-moi de faire le point. Au mardi 7 avril 2020, notre pays enregistrait 26 nouveaux cas positifs au Covid-19, ce qui porte désormais le nombre total de cas à 349. On n'avait pas de nouveaux guéris et pas de nouveaux décès, enfin, au niveau des décès, ce qui est intéressant. Donc, on a toujours 3 décès et au total 41 guéris. Et pour les éventuelles personnes qui pensent être éventuellement contaminées, les sites de prélèvement pour le dépistage volontaire sont le stade de la BAE à Yopougon, le complexe sportif d'Abobo. On a également le foyer des jeunes de Marcory, la place Inch'Allah de Koumassi, la place Seni Fofana de Port-Boué. On a également des sites de prise en charge des malades avec la fabrication de préfabriqués, notamment le service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville, le CHU de Cocody, le VITIB à Grand-Bassam, le CHU de Yopougon, l'hôpital militaire d'Abidjan, le complexe Jesse Jackson à Yopougon, l'hôpital général d'Anyama et le parc des sports de Trècheville, sans oublier l'INJS qui est le site de quarantaine.
Alors, docteur, la première question, elle nous vient du Mali, c'est celle de Boubacar Junior Balo. Il dit « Salut, je suis au Mali et ma question est la suivante. Les cas de décès du Covid-19 sont majoritairement les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi ?» Et une autre question dans le même sens est celle de Christ Noël Yebois, qui dit « Paraît que les plus jeunes résistent fortement à ce virus. » Alors, bonjour d'abord, parce que Bonjour, je docteur. vous ai laissé parler. J'ai vu que Philo a son masque à côté et tout le monde a son masque à côté, donc ça va. Cette histoire de plus de 60 ans, cette maladie est méconnue. Comme je vous l'ai dit, elle était méconnue. Plus on avance, plus on arrive à faire des études. Parce que les premiers décès, c'était des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça a été dit, ça ne touche que les personnes de 60 ans. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un cas, le premier docteur qui est décédé en Chine, il avait 34 ans. Le premier cas en Italie avait 38 ans. Et depuis février, il est encore en réanimation, un sportif, bonne santé. Et il y a eu un bébé de 6 mois qui est décédé aux États-Unis. Donc, tout ça pour vous dire que l'âge n'est pas un facteur. Tout le monde peut être atteint. Et surtout que chez nous, la jeunesse ne respecte pas les mesures de distanciation, etc. On risque d'avoir une jeunesse très touchée. Et n'oubliez pas que les gens les plus fragiles aussi. Ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on ne peut pas être touché. Mais les gens, il y a les HIV, enfin ceux qui sont atteints de sida, bronchopneumopathie, etc., les diabétiques. Il y a des maladies chroniques qui existent et qui baissent votre immunité. Mais ce n'est pas un facteur suffisant. C'est pour ça qu'on impose à tout le monde la distanciation sociale et qu'on recommande le port du masque. Il n'est pas encore obligatoire, mais très sincèrement, je vous le recommande. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous avons Stephen Kay. On a tout à l'heure parlé de Yopougon. Il dit, est-ce que les centres de dépistage ne sont pas susceptibles d'être des foyers de contamination? On a d'ailleurs l'exemple, le récent cas de celui en construction à Yopougon qui a été saccagé, par exemple. Alors là, vous remuez un peu le couteau dans la plaie parce que, en tant que scientifique, c'est la mort dans l'âme que j'ai vu que ce qui peut nous sauver a été détruit. C'est vraiment grave parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient ces centres de dépistage. J'ai entendu dire que c'était des centres de vaccination. Mais, excusez-moi, mais est-ce que on vous a déjà emmené de force ou vos enfants? Quand il y a des communications à la télévision, venez vous vacciner, est-ce que ce sont des vaccinations volontaires ou obligatoires? On a eu de la chance d'avoir des tests. Au début, tout le monde pleurait, on n'a pas de test, on n'a pas de test. Là, on a des tests pour pouvoir tester la population. La première chose qu'il faut faire pour éviter la propagation, surtout dans un pays où personne ne respecte les règles, les mesures. Donc, isoler, dépister, isoler, traiter et isoler. Parce qu'une personne, par exemple, moi, si j'ai la maladie, je contamine 3 personnes. Les 3 personnes vont en contaminer, multiplier par 3 et ainsi de suite. Vous avez dit qu'on était à 364 cas en 2 semaines à peu près. En 2 semaines. C'est énorme. Je vous dis que dans une semaine, si ces 300 personnes contaminent 3 personnes, ça fait que dans une semaine, on sera à 1000 cas. Et quand vous savez que 80%, ce sont des cas peut-être légers, 15% des cas sévères, 5% des cas critiques, alors on aura 140 personnes dans les 1000 personnes qui seront dans un cas sévère et les 50 auront besoin de respiratoire artificiel. Donc, il ne faut pas jouer. Ce sont des choses qui sont mises pour nous sauver la vie. On a cette chance d'avoir vu ce qui s'est passé dans les autres pays, comme je l'ai dit hier, et qui nous permet d'anticiper. C'est cela. Et les centres seront prêts le 20 avril. Dans 15 jours, je vous assure qu'on ne sera pas à 300 et quelques cas. Quand je vois ce qui se passe dans... Donc, je vous en supplie, personne n'ira vous vacciner. Et moi, en tant que pharmacien, je suis choquée. Les pharmaciens du nord de la Côte d'Ivoire ont vu la livraison
des médicaments pour le nord de la Côte d'Ivoire, la population a décidé que c'était des vaccins qu'on venait livrer. Ils ont attaqué le convoi de... Mais ça devient... Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous soigne, c'est grave. Non, heureusement qu'il y a ce genre de plateau non, pour c'est ce pouvoir que je donner dis, je la vous bonne remercie, information. mais c'est grave. Attaquer un camion de médicaments, soi-disant, parce que c'est un camion de vaccins. Et tout ça, ce sont les conséquences des mauvaises informations. Sur Internet, l'action. Vous avez vu la dame qui a parlé depuis les États-Unis. Tout à fait, tout à fait. Les États-Unis n'a pas la politique de vaccination. Là, au lieu de s'occuper en tant qu'infirmière des cas qui se multiplient aux États-Unis, en France, il y a eu 864 morts hier. Il faut quand même... Ça fait peur quand même. Ça fait peur. Ça fait peur. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'en faire partie. Et par... Je vous dis déjà. Non, on n'en fera pas partie. Et le plus dramatique au niveau de l'action de Yopougon, c'est vrai que ça exprime un peu la fracture sociale que nous avons, que nous connaissons. Mais au-delà de cela, ça a été un nid de contamination parce que nous sommes dans une période où nous devrions au maximum et au mieux éviter la foule, éviter les lieux de rassemblement. Mais on a vu à quel point les jeunes étaient nombreux et là, ils ont vraiment risqué leur vie. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient éviter là, c'est malheureusement la contamination, ce qu'on a vu, vous avez raison. Il faut vraiment faire très très attention. Il faut que le lien entre nos États, entre les spécialistes, les techniciens et la population se fasse pour que la communication soit beaucoup plus aisée. Je pense que si le problème de la communication est réglé, on n'aura plus de problème. Mais grâce à vous, on peut communiquer. Il faut que chacun s'y mette, en fait. Tout le monde commence. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ce que vous faites. Et cet après-midi, les tradipraticiens, ce sont parce qu'ils sont près des communautés. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé pourquoi ça venait de l'extérieur. Au début, le premier cas est venu de l'extérieur. Mais maintenant, on n'est plus dans des contaminations importées. Ce sont des contaminations locales et communautaires, comme vous avez dit, les rassemblements, le non-respect de la distanciation. Et maintenant, on est dans la contamination familiale. La personne qui est contaminée contamine sa famille. C'est clair. Le premier cas, et puis je ne sais pas si vous imaginez le nombre de moyens que ça fait mettre une personne contaminée. Le premier qui a été contaminé, il était à Djamé. Il a fallu isoler 100 personnes. Vous vous rendez compte? Ça coûte cher. Et on a de la chance d'avoir les tests à disposition gratuitement. Moi, j'ai vu les images des autres pays, Corée et tout ça. Si tu es malade ou à Abu Dhabi, où il y a des drive-in maintenant, où tu vas te faire tester, on te met, tu es assis dans ta voiture. Enfin bon, là-bas, c'est encore autre chose. Et si tu vas aller en volontaire, c'est 100 €. Mais nous, les tests sont gratuits. Donc, pourquoi casser quelque chose que les gens nous envient? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et plus on va tester, et plus on pourra isoler les cas positifs, et plus on pourra les traiter et éviter la propagation. Merci beaucoup, Paulus. On part avec une dernière question. D'accord. Les 50. Alors, en ce qui concerne la dernière question, on va prendre celle du citoyen Kwadjo. Il dit, est-ce que nos chercheurs sont associés à la lutte contre le coronavirus, notamment au niveau mondial? Alors, déjà, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de plateformes, déjà au niveau Afrique et au niveau mondial. Nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir des experts internationaux qui sont sur place. En tant que présidente d'Africa Santé Expo, je peux le dire, puisque nombreux sont dans le comité scientifique d'Africa Santé Expo, ils sont reconnus mondialement. Par exemple, vous avez le professeur Serge Éolier, qui est le chef de service des infectieux, qui a eu plusieurs prix des fondations, des laboratoires Biomérieux, etc., et qui est le président de la plateforme africaine des services infectieux. Faites confiance à nos scientifiques. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas tout vous communiquer non plus parce que, comme je dis, il y a des hystéries collectives.
On a des guéris. Bon, c'est vrai que c'est un peu long parce que pour avoir officiellement un guéri, il faut faire encore 2 tests de négativité pour être sûr. Mais ils vont venir en cascade. 80% de taux de guérison déjà. Docteur, merci infiniment. Malheureusement, le temps oui, vous comme avait d'habitude, été échu. C'est un sujet passionnant. En tout cas, merci d'être venu et c'est avec le même plaisir qu'on vous recevra demain beaucoup. pour d'autres moments de Covid-19. Paulus Agathon, merci beaucoup. Merci Caroline. À Cassandra, à Dr Philo et à toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette émission se fasse. Eh bien, c'est bien de relativiser, mais soyons conscients, demeurons vigilants et prudents, respectons toutes les consignes sanitaires et soyons surtout solidaires. Très chers téléspectateurs, nous sommes tous dans le même bateau. L'ennemi est là, l'ennemi est présent, l'ennemi est invisible. Mettons-nous ensemble et combattons-le. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bye bye.